Codex Ligue de Votann, partie numéro 2. Alors, si vous n'avez pas vu la première partie, c'est peut-être parce que vous n'avez pas activé la cloche. En plus de l'abonnement, c'est vraiment hyper important pour l'algorithme. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie. Et en plus, activer la cloche. Donc, l'idée, c'est que maintenant, on va regarder un peu la culture Votann. Je vous ai présenté déjà les différentes ligues, les ligues majeures qui sont présentées. Bien sûr, n'hésitez pas à faire vos propres ligues aussi, à faire vos propres schémas de couleurs et votre propre historique. Là, on a vu celle qui était officielle. Là, maintenant, on va s'attacher un peu plus à la culture. Alors, la culture des Kog'Na, elle repose sur différents piliers. La première chose, c'est l'autosuffisance. On ne doit pas dépendre d'un autre peuple, ça c'est évident, étant donné qu'on est amené à régner de façon globale sur la galaxie, même s'ils n'ont pas d'aspiration d'hégémonie, on peut quand même se dire que c'est le but final, étant donné qu'ils ne veulent... Enfin, ils sont prêts à commercer avec d'autres espèces, mais en fait, ces autres espèces n'ont aucune importance. C'est un petit peu comme les considérations que vous pouvez avoir pour les cigales si vous êtes en train de faire votre jardin. Vous ne faites pas gaffe à négocier avec elles. Si jamais il y a une cigale qui vient et qui vous propose de l'argent, si, peut-être vous allez l'écouter, mais sinon, bien sûr que non. Je me perds un peu, mais l'idée, c'est que c'est parce qu'en fait, je réfléchissais à cette notion de, au final, est-ce que le but des Kog'Na, c'est de contrôler toute la galaxie ou pas? Et quel est le but après la galaxie? Parce qu'en fait, c'est vrai que si on réfléchit depuis le temps qu'ils sont en train de miner, etc., alors évidemment, la galaxie est trop énorme pour qu'ils puissent en arriver au bout, je pense. Donc auquel cas, il n'y a pas de volonté d'aller plus loin, je sais pas. Je pense qu'il manque peut-être un tout petit truc, en fait, pour dire quelle est la volonté. En fait, vous voyez, mais au final, je me dis, hormis les tyrannides ou le chaos, vous voyez, qu'on ait vraiment une vision très, très globale des choses, où on se dit, voilà, le but c'est la galaxie dans son tout, même après, en fait chaque faction a un peu ses buts, et c'est vrai que pour les Kog'Na, hormis miner et être autosuffisant, c'est peut-être un petit peu léger. Peut-être qu'il faudrait une plus grande, je sais pas, un plus grand but, peut-être retrouver... En fait, je suis en train de me dire, là je pars sur loin, mais en fait je me dis peut-être qu'il manque un petit côté comme ça, penser aux origines, peut-être qu'en fait s'ils ne savaient pas d'où ils venaient et que certains pensaient que peut-être ils venaient de Terra, mais qu'en fait ils ne savaient pas, et que leur but, au-delà d'amasser des ressources, c'était aussi en fait de retrouver leur monde natal, peut-être parce qu'il y avait, je sais pas, des secrets perdus ou des choses comme ça. Ce serait un petit peu plus, un petit peu plus romanesque que simplement, c'est quoi leur but? Des richesses, miner. Ok, en même temps c'est pragmatique, c'est de la civilisation Kog'Na, donc peut-être que ça se tient, vous me direz ce que vous en pensez vous en commentaire. Donc on nous dit que la civilisation repose sur 4 piliers. Le premier c'est l'âtre, donc l'âtre c'est le feu, et en fait c'est le générateur d'énergie qui est au sein de chaque base, de chaque vaisseau, et qui va produire en fait toute l'énergie qui va être nécessaire aux outils, à la civilisation Kog'Na pour survivre. Le deuxième pilier, c'est la forge. Donc la forge, c'est là où vous allez confectionner l'armement, les outils, les vaisseaux spatiaux. Donc ça peut prendre plusieurs formes. On nous raconte que ça peut être par exemple un astéroïde évidé avec une grande forge à l'intérieur qui travaille, évidemment 24 heures sur 24. On peut avoir si c'est une flotte de vaisseaux, un vaisseau usine qui est dévoué c'est ça, à la construction d'autres éléments, qui peut lui-même peut-être sans doute construire d'autres vaisseaux spatiaux. Ensuite, quelque chose de très important, c'est les ancêtres vivants, donc le temple. C'est là où vous avez les nœuds de communication, donc soit vous avez directement l'endroit où est le Votann, ou soit vous avez justement les chambres dans lesquelles on peut communiquer et où les Grimnir en fait vont venir pour essayer de trouver des informations. Alors après, on se rappelle que les informations sont de plus en plus rares, donc on peut se dire que les Grimnir, ils passent leur temps à essayer de taper alors je sais pas comment ils communiquent, je crois que on le sait, on verra un petit peu tout à l'heure, mais en fait ils passent du temps à essayer de communiquer avec les Votann sans jamais avoir de réponse, ou très peu, et quand il y a ces réponses, en fait elles sont très laconiques, donc il faut essayer de les interpréter, c'est de plus en plus dur. Voilà. Et le dernier, c'est le creuset. Le creuset, c'est l'endroit où sont créés en fait tous les Kog'Na. Alors je ne sais pas si le creuset fait aussi référence à là où sont créés les Kog'Na de fer. On peut imaginer que peut-être ils sont créés dans la forge, peut-être que le creuset, il y a une partie biologique, une partie mécanique. Moi, je le verrais plus comme ça, avec tout le, comment on peut appeler ça, mais avec toute
l'humanisation, enfin l'humanisation non ça marchera pas, mais la cognatisation, la personnalisation plutôt des machines, on peut imaginer que ça tiendrait la route qu'ils ne soient pas construits comme des armes ou comme des mécaniques juste dans la forge, mais plutôt dans le creuset avec les cognates. Mais que ce sont des cognats aussi de plein droit. Alors après, on nous parle aussi du côté artistique des cognats, et même si aux yeux des autres races, eh bien, les cognats sont pas des artistes, eh bien pour eux, au contraire, l'art est une forme, enfin leur forme d'art en fait, c'est l'ingéniosité, l'ingénierie, l'architecture, et ils essaient de toujours lier le pratique à quelque chose d'esthétique. Et en fait, malgré tout, eh bien voilà, il y a cette forme-là, sachant que ce qui va toujours les guider, c'est l'efficacité et ne pas gâcher en fait des choses. Donc, on peut se dire, oui, mais peut-être qu'il gâche quelques ressources à sculpter, eh bien, une partie, une tête, par exemple, ou ce genre de choses. Et on voit sur les armures des cognats qu'il y a cette ornementation avec des animaux mythiques. Et oui, parce que les animaux, forcément, ils ont disparu. C'est pas une société dans laquelle il y a des animaux de compagnie ou ce genre de choses. Et voilà, ils vont pas avoir... tous les animaux qui sont pourtant ornementés sur leurs armures et qui sont des totems. Alors, on nous explique que ces animaux, même au moment où ils sont partis dans les étoiles, eh bien, avaient déjà disparu sur leur planète natale. Voilà, l'écologie, la non-écologie, plutôt le non-respect de l'écologie avait fait avait résolu, disparition des animaux, des espèces, mais que malgré tout, ces espèces sont restées dans l'imaginaire collectif des cognats comme des signes vraiment importants, des signes culturels. Donc on dit de l'agressivité, la résistance, la persévérance, la sagesse, voilà. Mais sans avoir connu les animaux à la base, tu te dis, on n'est pas trop sûr. On va faire un petit point maintenant sur l'armement. Alors, tout l'armement vient de la forge, et en fait, ceux qui sont les tenanciers de la forge, ce sont les brokirs. Donc, les brokirs, en fait, eux aussi vont suivre des schémas de construction. Alors, contrairement à l'humanité qui recherche justement ces schémas de construction standardisés et qui les suivent aveuglément, eh bien, il est de rigueur que le brokir, par respect justement pour le Votann, eh bien, mette à l'épreuve chacune des armes qui va être créée. Alors on parle d'armes, mais ça peut être aussi l'équipement. Toutes ces inventions en fait, eh bien, se doivent d'être continuellement améliorées, et le brokir doit bien sûr en comprendre chacun des fonctionnements, chaque rouage. Il n'y a pas de mysticisme comme on a sur le côté de l'Imperium, où la plupart du temps les humains, même les technoprêtres, ne comprennent pas exactement comment fonctionnent les choses qu'ils utilisent, mais avec le côté religieux, eh bien, ça leur permet de respecter une sorte de routine d'entretien. Mais si quelque chose est cassé vraiment profondément, mais qu'ils ne comprennent pas comment ça marche, ils ne vont pas réussir à le réparer, alors que les brokirs, eux, comprennent complètement comment sont utilisées en fait chaque pièce, chaque élément, quel est son intérêt, et en fait ils vont tester sur le terrain et essayer d'améliorer les choses. Et normalement un brokir se doit, pour réussir sa carrière, d'améliorer, parce qu'à chaque fois qu'il améliore, eh bien il perfectionne le schéma standardisé qui devient de plus en plus évolué, et c'est ce qui fait que les cognats ont pu traverser comme ça les millénaires en perfectionnant toujours en fait leur technologie. Alors on nous donne l'exemple justement de leurs vêtements en fait. Donc partant du principe que le but n'est pas l'esthétisme mais l'efficacité, eh bien ils sont tous habillés de scaphandres. Et l'avantage du scaphandre, c'est que c'est un outil de protection spatiale, étant donné qu'ils vont beaucoup voyager dans l'espace, donc ça leur permet d'éviter les radiations, de réguler la température, mais c'est aussi quelque chose qui va permettre de travailler dans la mine très facilement, enfin de miner ou de faire n'importe quel travail, parce que c'est aussi une tenue de travail. Donc c'est une tenue de travail et une tenue d'exploration, et donc pas besoin d'autres habits en fait. Et tous les cognats s'habillent avec ce fameux scaphandre. Après, ce scaphandre est très évolué technologiquement parlant, donc je vous ai déjà parlé de l'autorégulation, des températures, mais en fait simplement si vous venez mettre une coiffe dessus, donc un casque, eh bien directement il va se retrouver scellé, et en fait le scaphandre étant hermétique, vous vous retrouvez dans une combinaison spatiale autonome. Il y a aussi d'autres équipements, donc on nous parle de la boucle de lésion physique qui s'appelle le transmetteur d'acquisition rétroactive ou module track R, et en fait c'est un système qui permet de lier l'esprit à la machine.
et un petit peu comme les implants neuro qu'on peut avoir du côté de l'Imperium, et bien ça permet que quand vous êtes en train de viser avec une arme, et bien il y a des champs de gravité qui se déclenchent pour stabiliser en fait votre visée, stabiliser l'arme, plutôt que l'inertie entraîne votre arme. Et bien là, les champs de force agissent pour contrer en fait la gravité, ou même quand vous le levez, etc. On nous dit aussi que il y a des tas de ports d'interface qui sont sur le scaphandre, et ce qui permet de le relier à tout un tas d'équipements. Donc ça va aller de petits renforts à des harnachements de combat. Donc voilà, donc c'est l'équipement de base qui n'a pas besoin d'être esthétique, mais qui va plutôt privilégier la robustesse et l'efficacité. Alors ce qui est assez amusant pour les Votann dans les armes, c'est qu'une de leurs armes préférées, c'est justement le bolter. Et le bolter, c'est tellement emblématique du Space Marine que le retrouver comme ça à foison dans les ligues de Votann, je trouve que c'est une bonne idée scénaristique, parce que ça accentue le côté voilà, l'Imperium pense que le bolter est une arme incroyable qui n'est qu'à réserver à l'élite de l'humanité, aux post-humains que sont les Space Marines. Et puis ben voilà, du côté pragmatique des Kog'Na, tout simplement voilà, le bolt est utilisé, et puis ils en ont plusieurs modèles qui en plus sont plus efficaces que ceux de l'Imperium, même ceux qui sont faits par les artificiers, voilà, qui sont encore plus révérés, les bolters légendaires, etc. Bah, tout ça ne vaut pas grand chose par rapport à la technologie des Kog'Na, et je trouve que c'est sympa, c'est un clin d'œil à l'historique global. Ça prouve que les origines humaines et Votann partagent un lieu commun en fait sur Terra, et une technologie forcément commune. Pour le reste des armes, vous allez voir, c'est assez amusant, parce qu'on retrouve des armes qui sont prises un petit peu à droite à gauche. Donc on va avoir des armes de type rail, donc qui sont là pour accélérer en fait une munition qui est solide, qui est projetée à très très grande vitesse. Ce qu'on va retrouver aussi, ce sont des missiles. Alors des missiles qui peuvent se paramétrer en fait au lancement, c'est-à-dire que les contenants chimiques qui sont là pour exploser, eh bien le lanceur peut paramétrer un dosage, ce qui va changer en fait le type de munition pour être une munition plutôt perforation pladage, plutôt anti-infanterie. Et contrairement à d'autres races qui ont un missile pour une utilisation, eux, eh bien chacun de leurs missiles peut se transformer et avoir l'utilisation requise, ce qui est plutôt très très efficace. On va avoir des armes à conversion, donc ça c'est une arme qu'on voit aussi beaucoup du côté de l'Imperium, enfin beaucoup plus à notre époque, mais sur tout ce qui est Adeptus Scenicus, ce genre de choses, Horus Heresy, donc on a ces armes à conversion. Donc c'est des armes qui sont plus efficaces, plus elles tirent loin en fait, parce que ça va changer en fait la structure des molécules, et puis ça va transformer en énergie tout ce qui est matière. Donc ça va voilà, vaporiser, transformer les choses. Et plus vous êtes loin, plus c'est efficace. Après, on va avoir aussi les armes à graviton. Donc là, c'est le même fonctionnement que ce que vous connaissez pour l'Imperium, c'est-à-dire que ça va augmenter la masse de la cible, et eh bien le soldat adverse, le tank adverse va se retrouver écrasé par sa propre masse, étant donné que il ne va pas supporter cet afflux d'énergie, et puis tout ce qui est système de soutien, c'est prévu pour une certaine marge de sécurité, mais voilà, le graviton va augmenter les choses. Ensuite, on a les armes à ions, et qui viennent aussi d'un échange de technologie avec l'Empire Tau. Alors, j'ai relu plusieurs fois, mais j'ai un peu le doute. Alors, je vais vous le lire exactement. On dit, c'est la cognation Turine des ligues mercantiles de Serantok qui établit le premier échange de cette technologie avec l'Empire Tau. Et voilà. Donc, et du coup, je me dis, est-ce que c'est les Kog'Na qui ont transféré les armes à ions aux Tau, ou est-ce que c'est les Tau qui ont transmis les armes à ions aux Kog'Na? Et ben je sais pas, et j'ai un doute, parce que pour moi les armes à ions c'était quand même quelque chose qui était emblématique des Tau, et je pensais que c'était une de leurs découvertes à eux. Donc je reste un petit peu dans le flou. Par contre, il y a un petit passage qui est sympa juste après. On nous dit que aujourd'hui encore, les 7 Tau pensent que cette cognation représente l'intégralité d'une espèce qu'ils appellent les démiurges. Et oui, parce que les démiurges, c'est en fait tout l'historique des ligues de Votann, c'est qu'il y a eu un petit peu 3 étapes. Il y a eu la première étape dans les origines il y a longtemps, où ça s'appelait les squats. Voilà, les squats ont disparu. Ensuite, sur Battlefleet Gothic, il y a eu à un moment donné les démiurges. On savait pas ce que c'était, mais certains disaient oui, c'est le nouveau nom des squats, et vous allez voir les démiurges, ça va sortir dans 40 000, parce que c'était que sur Battlefleet Gothic, mais au final
c'est pas appelé les Démiurges. Et là maintenant, on a les ligues de Votann avec les Kog'Na. Et on nous rappelle que oui, alors les squats, en fait, c'est le nom qu'on donne à ceux qui sont dans Necromunda. En fait, vous avez des squats, en fait, et ce sont en fait des Kog'Na. Mais voilà, on pense que ils s'appellent des squats, etc. Et puis pour les taux, justement, les Démiurges, en fait, c'était bien eux, mais en fait, c'est les taux qui les appellent les Démiurges. Et voilà. Donc ça, c'est assez amusant. Après, on va aussi avoir une arme qui vient des origines de Terra. C'est les armes volcanites, en fait. Donc volkite chez les humains et c'est volcanite chez les Kog'Na. C'est toujours le même système, en fait. Donc c'est des armes un petit peu comme des fuseurs qui vont générer une intense agitation moléculaire et désintégrer les cibles, les brûler, etc. On a les armes à plasma. Alors les armes à plasma ne sont pas extrêmement répandues, mais en tout cas ce qui est certain c'est que elles n'ont pas des vents de sécurité parce qu'elles ne dysfonctionnent jamais. C'est une des caractéristiques en fait des armes Votann, c'est que toute leur technologie, même pas que les armes d'ailleurs, j'ai des armes mais c'est l'ensemble de leur technologie, leur caractéristique principale c'est la fiabilité, la robustesse, donc ça va toujours fonctionner, donc pas besoin d'avoir d'éléments de sécurité sur les plasmas. Après bien sûr on va avoir les lasers. Alors ce qui est assez amusant c'est qu'on va retrouver un peu l'embout typique, enfin les armes, vous voyez, on retrouve en fait des parallèles avec les armes de l'Imperium, sauf que leurs lasers sont plus puissants, sont plus balèzes. Alors je peux vous dire pourquoi, parce qu'ils emploient des condensateurs heptaphasiques et des maillages à cryocristaux qui projettent des faisceaux d'énergie photonique. L'énergie photonique c'est les lasers, d'accord. Ces déflagrations élèvent la température de la cible si vite que la matière touchée explose. Voilà. Donc en matière d'armes ils sont assez évolués. Après, chose qui est différente par rapport à l'Imperium, c'est qu'ils n'ont pas d'armes énergétiques, c'est-à-dire les épées énergétiques. Eux, ils ont des armes à plasma, donc des lames à plasma. Et en fait, vous avez un champ de plasma qui est sur la lame, et c'est lui en fait qui va découper et trancher les choses en fait. Donc c'est une technologie différente, même si après, je crois qu'on n'a jamais eu d'explication de ce que c'était qu'une arme énergétique, un champ de force sans doute qui était sur la lame, etc. Mais on n'a jamais eu vraiment d'explication. Là, voilà, on sait que c'est une arme très très chaude et c'est ce qui va trancher en fait les objets. Ensuite, on a les armes à percussion, donc c'est le gantelet, le marteau. Là, ce qui va se passer, c'est que ça va générer un choc qui va bien sûr détruire les organes internes de la cible ou au pire, au mieux, ça dépend de quel côté on est, le sonner, mais voilà, le prochain coup sera forcément mortel. Ensuite, on a des armes à effet de masse. Donc là aussi, en fait, c'est un peu comme les gravitons. Là, par contre, au lieu d'augmenter la masse de la cible, c'est la masse du coup de poing que vous allez donner. Donc avec très peu d'énergie, vous pouvez vite déplacer votre poing. Et puis en fait, au moment de l'impact, là, ça se transforme et la masse est augmentée des dizaines de fois, ce qui fait que le choc est cataclysmique. Et enfin, une dernière arme, c'est les armes de sombre étoile. Donc on nous dit que c'est miné aux frontières des zones mortes de la galaxie et que ces matériaux hostiles émettent un champ atténuateur universel qui interrompt les fonctions organiques et mécaniques. Voilà, donc une simple entaille et puis tout simplement vous mourrez parce que les fonctions organiques sont arrêtées, les fonctions mécanique aussi. Donc après on peut se demander pourquoi c'est dans un souci de... En fait il y a toujours ce côté-là, en fait il y a toujours ce côté rareté, j'imagine. Mais voilà, on pourrait imaginer que ils développeraient en fait cette technologie et si c'est la plus sophistiquée, toutes leurs armes seraient comme ça. Mais je me dis, imagine, j'étais en train de penser à un truc débile, je me dis, imagine pour la cuisine en fait, qu'est-ce qu'ils utilisent? Est-ce qu'ils utilisent des armes à plasma ou est-ce qu'ils utilisent des armes de sombre étoile? Et du coup je me disais, c'est ton couteau, du coup ça coupe et en fait ça arrête les fonctions biologiques de ta viande que tu vas manger. Du coup, est-ce que ça détruit les nutriments et tout ça? Je sais pas, mais c'est important la cuisine, on ne parle jamais, on parle rarement de la cuisine et pourtant c'est vital, c'est vital. Maintenant qu'on a parlé des armes, on va parler justement de l'armée. Donc l'armée s'appelle une Host Kog'Na. Donc cette Host Kog'Na, elle a une particularité, c'est que étant donné que dans leurs origines les Kog'Na vivaient dans des vaisseaux spatiaux uniquement quand ils partaient à la conquête justement des étoiles, ils ont gardé ce sentiment que chaque action est primordiale pour la sécurité de tous et que si quelqu'un ne fait pas son travail, si quelqu'un
réagit trop mollement à une requête, eh bien il peut mettre en péril l'ensemble du vaisseau, et ces sentiments est conservé dans la nature profonde des Kog'Nas, ce qui veut dire que tous se sentent extrêmement concernés à chaque fois qu'un ordre est donné, et il n'y a pas besoin d'avoir il n'y a typiquement pas besoin d'avoir de commissaire pour vérifier que chacun va accomplir son travail, parce que c'est dans l'instinct de survie même des Kog'Nas. Ils savent tous qu'ils doivent accomplir une tâche. Ils sont tous liés au sein du creuset, en fait, donc ils sont tous plus ou moins frères, et ils se sentent tels quels. Donc il y a ce lien de famille qui est très important au sein d'une ligue, et forcément quand votre supérieur va vous donner un ordre, vous avez pleinement confiance en ses capacités, parce que s'il est là, ce n'est pas parce que il a hérité d'un titre par ses parents, ce n'est pas parce qu'il a payé pour atteindre cette place-là. S'il est là, c'est parce que c'est le plus compétent, et c'est parce que c'est le plus efficace à cet endroit donné de la structure. Ce qui fait que forcément, vous savez que ces ordres sont justifiés, et vous savez que s'il demande d'agir, étant donné que lui aussi son but c'est de ne surtout pas faire de gâchis, donc de ne pas sacrifier inutilement en fait des forces, donc de l'équipement, du matériel, des hommes, enfin des Kog'Nas, eh bien vous pouvez lui faire pleinement confiance, et c'est ce qui permet aussi aux armées de Kog'Nas d'être très 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 flexible. À partir du moment où on demande d'intervenir, eh bien étant donné en plus que je vous ai dit, leurs vêtements en fait ce sont aussi leurs vêtements de combat, vous êtes en train de travailler, il faut agir, il faut aller défendre, prendre une arme, et bien directement vous posez l'outil, ou vous reconfigurez votre outil en mode arme, et puis hop, vous mettez votre quelques dalles de protection, tac tac, une armure, et puis vous allez directement combattre. Après, ce qu'on me dit, c'est qu'il peut y avoir aussi des mercenaires Kog'Nas qui viennent, et en fait ces mercenaires tous en fait vont prêter une sorte de serment. Alors ce serment, j'avoue que étant donné tout ce que j'ai lu juste avant, quand on nous parle en fait du serment, c'est juste pour le côté un petit peu comment dire, encore une fois romanesque des choses, parce qu'au final ce serment est inutile, parce que tous sont conscients qu'ils doivent agir ensemble et qu'ils ont un but commun. Mais on nous dit que voilà, avant de partir au combat, eh bien ils prêtent tous serment. Donc ça peut être simplement un geste en fait, mais c'est un geste qui les engage sur l'honneur, parce que y a ce côté les nains, tout ça, l'honneur, c'est important, pour accomplir en fait jusqu'au bout leur mission en fait. Mais c'est déjà ce qu'ils sont de base en fait. Donc je pense que voilà, je pense que c'est juste un petit parallèle pour faire une sorte de transposition de l'imagerie qu'on a des nains sur les ligues de Kog'Nas. Mais pour moi c'était pas vraiment nécessaire, hein. Mais bon, en tout cas voilà, c'est présenté. Après, donc on vous donne en fait différents noms de formations militaires en fonction de s'ils vont plutôt partir à l'exploration, s'ils vont plutôt partir sur l'exploitation, ce qui n'est pas la même chose en fait. Donc l'exploration, c'est d'essayer de trouver de nouveaux filons, de nouvelles richesses, et après l'exploitation, c'est vraiment venir et récupérer en fait ces ressources, les convertir. Vous avez les forces de défense aussi. Donc ça, c'est les forces d'élite, ça s'appelle les Âtres-bandes. C'est à partir du moment où l'âtre est menacé, donc ce sont toutes les infrastructures primaires, les 4 piliers, le creuset, évidemment le Votan, alors là bien sûr évidemment, et voilà, tous sont unis justement dans ce seul but là, et malgré tout il y a quand même en fait quelques petites spécialisations forcément. Voilà, donc c'est une structure militaire assez souple mais assez efficace, rondement menée. Et puis on nous dit que il y a que justement, alors pas que, parce que moi je pense aux tyrannides évidemment, ouais, je suis genre tyrannide, je pense aux nécrons, je pense que ça marche aussi, mais ils nous disent que voilà, il y a que, enfin je pense que le parallèle est surtout avec l'impérium, parce que c'est vrai que même quand tu réfléchis en fait, c'est vrai qu'on se laisse vite bercer par les codex qui nous disent oui, cette efficacité là ne pourrait pas exister dans une autre armée. En fait ce qu'on nous dit là, c'est qu'ils sont très 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 vite mis en branle-bas de combat, et dès qu'on dit allez on va au combat, tous s'organisent très facilement, très fluidement. Mais en fait tu dis bon, hormis l'impérium où c'est un petit peu compliqué, tu te dis les orques, à partir du moment où ça se tape un petit peu, le plus fort et la raison, ils y vont, ça va vite. Les tyrannides, il y a un esprit ruche, donc ça va très très vite. Les nécrons,
Bon, alors après, si c'est différentes dynasties qui doivent s'allier forcément, là ça va être compliqué. C'est peut-être là aussi, hein, mais au sein d'une seule dynastie, les guerriers Nécrons, ils vont juste obéir, hein, même si c'est des immortels ou quoi que ce soit, ils vont juste obéir. Leto, si c'est l'éthéré qui l'a demandé, ils vont obéir aussi très très vite. Donc voilà, au final, je pense que c'est vraiment les humains les pires. Hein. Ouais, on est les pires. Enfin, l'Astra Militarum, c'est cette magnifique force, mais qui est la moins bien organisée, hein, au final. Ouais, ça fait mal de dire ça, mais c'est comme ça. Hein. Donc là, on a vu la structure globale d'une armée. Maintenant, on va aller voir chacun des composants. Et le premier, c'est l'Atrocog. L'Atrocog, c'est le soldat de base, même si là on n'est pas sur un soldat de basse qualité, étant donné que à chaque fois qu'un Kog'Na va faire quelque chose, il va le faire au mieux de ses capacités, ce qui veut dire que même s'ils ne sont pas soldats de métier, c'est-à-dire qu'ils ont un autre métier en temps de paix, s'il y a un temps de paix qui peut exister au 41e millénaire, mais en tout cas tant qu'on ne leur a pas demandé d'aller faire la guerre, eh bien ils vont avoir leur propre métier, mais comme à un moment donné on va les appeler pour justement partir en guerre ou pour faire des conquêtes ou se défendre, eh bien, ils se doivent d'avoir un entraînement rigoureux militaire. L'avantage, c'est que comme ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, eh bien, forcément, ils vont être très rapidement monter en compétence et être utilisés de façon compétente sur le champ de bataille. Alors, malgré tout, avant d'arriver au champ de bataille, il y a quand même des tests, hein, donc on va tester leur agilité, leur adresse, leur agressivité, l'esprit tactique. Et en fait, ce qu'on nous dit, c'est que certains, en fait, vont choisir délibérément d'être uniquement militaire, donc de s'engager volontairement, c'est une grosse différence. Donc là, encore une fois, avec l'Imperium, il y a de gros parallèles toujours à chaque fois avec l'Imperium, mais c'est normal. Là, en fait, il n'y a aucun soldat qui a été engagé contre son gré, en fait. Forcément, si un Kog'Na décide de s'engager volontairement, c'est parce que, au fond, il a été plus ou moins génétiquement programmé pour ça. Donc, c'est ce qui s'appelle la clone trame. Voilà, la clone trame, c'est donc leur encodage génétique qui va les favoriser parce qu'ils vont être plus résistants, ils vont avoir une meilleure condition physique, ils vont pouvoir régénérer des blessures plus facilement ou alors avoir une plus grande opiniâtreté sur le champ de bataille. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont en eux et qu'ils ont envie d'utiliser justement pour le bien de la communauté, pour donner le meilleur d'eux-mêmes à l'ensemble de la cognation. Après, ce qu'on nous dit, c'est que ils sont très bien équipés parce que la plupart des fantassins ont des armes à bolt, donc les bolteurs. Certains vont être spécialisés, bien sûr, pour avoir quelques armes spéciales. Après, ce qui est très important de noter, c'est que on ne considère pas les Atrocog comme sacrifiables. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun intérêt à les sacrifier pour protéger un élément de terrain, étant donné que la chose la plus importante, c'est le résultat, en fait, de à quoi sert le terrain à avoir des ressources. Pourquoi des ressources? Pour équiper, en fait, pour faire des matériaux de construction, pour faire des armes, des équipements. À quoi ça sert? Pour équiper les Atrocog. Donc, on ne va pas sacrifier des Atrocog pour simplement la matière première. Voilà. Donc, il y a vraiment ce sens-là. Et puis après, voilà, donc on a cette définition. Après, bien sûr, certains, suivant justement encore leur clone trame, vont être spécialisés plus pour le corps à corps, donc on va leur donner des équipements de corps à corps, et ainsi de suite. Et après, simplement, ceux qui sont les plus compétents pour le commandement, eh bien, vont atteindre des strates un peu plus élevées, justement, au sein de cette armée. Si les noyaux ancestraux nous fournissaient tout ce qu'ils savaient, nous ne lutterions plus, nous serions faibles. Ce n'est pas le cas. Nous avons la force d'être dignes de leurs attentes. Telle la sagesse. Ainsi vivent les Kog'Na. Ça, c'est bien parce que du coup, c'est leur façon, c'est ce qui explique en fait leur façon d'accepter que les Votann ne délivrent pas toutes les connaisses parce que voilà, ils auraient une vie trop facile. Il ne faut pas avoir une vie facile. Le but, c'est pas la complaisance. Au contraire, le but, c'est de devenir de plus en plus fort, de se renforcer avec l'expérience, avec les différentes générations, toujours s'améliorer, aussi bien leur équipement que leur civilisation globale. Tous les commandants vont s'appeler des Khals. Donc il y a plusieurs types de Khals, mais à chaque fois, c'est pour désigner celui qui a fait preuve de la plus grande fermeté, la plus grande analyse, les plus grands sens de gain ressources. Et en fait, un grand Khal se doit de juger stoïquement, sans jamais céder à ses émotions, que ce soit pour reculer, que ce soit pour céder du terrain, ou que ce soit pour vaincre un ennemi de façon acharnée. Il doit toujours rester stoïque et réfléchir
quel est le gain en fonction des ressources que je vais utiliser. Et ce qui va être très important, c'est de savoir aussi combien de ressources je dois utiliser pour minimiser les pertes sans gâcher des ressources qui pourraient être utiles ailleurs. Et en fait, c'est tout cet équilibre froid calculateur qui fait justement des atrocoques, des cales. Alors, les cales peuvent avoir plusieurs titres en fonction de leur ancienneté, mais alors l'ancienneté, c'est plutôt ce qu'ils appellent la fiabilité, c'est-à-dire qu'on a vérifié que le cal fonctionnait bien, un petit peu comme un appareillage, et donc du coup, voilà, cette ancienneté, c'est pas juste, ça fait longtemps qu'il est là, mais il a de l'expérience, cette expérience, elle est valorisée, voilà, donc après, il y a différents titres, on nous dit que c'est attribué à la longue marche, donc la longue marche, c'est le nom justement qui est donné quand les vaisseaux sont partis de Terra, justement, pour aller dans les étoiles et le centre nueux galactique, pour essayer de récupérer de plus en plus de nouvelles ressources, mais voilà, donc pas grand chose à noter, si ce n'est que ce qui peut arriver, c'est que des cales soient nommés pour une mission spécifique, c'est-à-dire par exemple, à un moment donné, on va dire il faut défendre telle zone géographique, donc on va nommer un cal, et une fois que cette bataille est gagnée, parce qu'on imagine qu'il va les gagner, bien évidemment, parce qu'il est efficace, eh bien, il va retourner dans les atrocoques, et en fait, il va perdre un peu son grade, et c'est au final assez rare que un cal reste cal très longtemps, sauf ceux qui sont vraiment les plus compétents et qui vont rester à la tête des institutions militaires, mais voilà, il n'y a pas d'énormes chaînes de commandement contrairement au réseau tentaculaire qu'on peut avoir sur l'Imperium. Là, c'est des choses assez efficaces et c'est toujours le pragmatisme qui doit dominer, et encore une fois, aucunement d'autres critères qui ne seraient pas l'efficacité. Là, du côté militaire, on va avoir les Grimnir. Alors les Grimnir, c'est peut-être ceux qui ont le rôle le plus important dans la société Kogna, parce que ce sont les ancêtres vivants, c'est-à-dire ceux qui peuvent communiquer avec les Votann. Alors ce sont les seuls qui ont le droit d'approcher les Votann, et c'est les seuls qui comprennent plus ou moins comment on peut poser des questions aux Votann et comment surtout on peut interpréter leurs réponses. Alors, particularité c'est que leur clone Tram intègre une des seules mutations psychiques qu'il existe au sein des Kogna, ce qui leur permet d'utiliser un peu les énergies du Warp. Alors, ils ne vont pas utiliser directement l'énergie du Warp, ça va toujours passer par les corvées, c'est-à-dire c'est des cogs spécialisés, donc des cogs de fer spécialisés qui ne peuvent être eux aussi activés que par le toucher d'un Grimnir donc il y a vraiment cette symbiose psychique qui se fait au-delà simplement de l'aspect mécanique, et ils vont transmuter, récupérer une partie d'énergie du Warp et permettre aux Grimnir de matérialiser justement des champs de force, etc. Alors, cette particularité, elle les rend plus austères que la moyenne, même pour les Kogna eux-mêmes, qui sont très austères, et bien les Grimnir sont encore plus renfermés sur eux-mêmes, même s'ils vont pas hésiter, dès que leur cognation en a besoin, à partager leurs secrets. Par contre, parler du fonctionnement des Votann, ça, ils vont le faire qu'entre eux. Petite particularité, c'est que les Grimnir, ils s'amalgament dans un conclave et non pas une guilde. Il pourrait y avoir une guilde des Grimnir, étant donné qu'il y a toujours des guildes pour tous les aspects. Et bien là, ça s'appelle pas une guilde, ça s'appelle un conclave. Alors, je vois pas trop le sens de cette distinction, si ce n'est encore une fois employer un mot différent pour dire non, c'est pas une guilde, c'est vraiment une sorte de sous-société à part, etc., avec ce côté un petit peu énigmatique, mais ça pourrait être tout simplement la guilde des Grimnir. Et au sein de leur conclave, justement, ils vont partager bien leurs informations, ils vont discuter du fonctionnement des Grimnir. Il n'y a pas ce sentiment de on ne partage pas l'information, on ne va pas partager l'information avec ceux qui ne sont pas Grimnir. Par contre, au sein des Grimnir, au contraire, on va essayer de partager le plus d'informations pour que le conclave puisse communiquer le plus efficacement possible avec les Votann, et puis qu'on puisse interpréter le plus d'éléments possible. Donc après, on peut se retrouver avec des Grimnir qui vont partir en quête pour chercher des informations. Donc vous pouvez avoir une armée qui est totalement dévouée à ça, donc les atrocoques qui vont suivre justement le Grimnir pour essayer de l'aider dans sa quête. Ce qui est assez important de noter, c'est qu'il y a un certain respect qui est un peu différent, un respect qui est empreint un petit peu de mysticisme, étant donné que vraiment les Grimnir ont cette
particularité psychique, eh bien les autres Kog'Na en fait, on peut pas dire que ce soit religieux, mais en fait on est vraiment très proche de ce qui pourrait être interprété comme un attrait religieux en fait des Kog'Na vers les Grimnir qui seraient des prêtres. Voilà. Alors après c'est tous les parallèles. Hein. En gros voilà, vous vouliez un prêtre qui lance des pouvoirs psychiques, mais en fait comme non, les Grimnir ça va être un conclave de clones trames spécifiques avec des pouvoirs psychiques, et on a les autres qui les révèrent mais juste par respect et pas par dévotion. Chacun de nous a été forgé dans un but, il est du devoir de chaque Kog'Na d'accomplir ce but. Les ancêtres n'en attendent et n'en accepteront pas moins. Uthar le destiné. Donc là on est sur le premier personnage spécial, ou en tout cas celui qui est nommé, c'est Uthar le destiné, forgé par la volonté des ancêtres. Donc c'est un Khal, donc c'est-à-dire un chef de guerre, et en fait la particularité c'est que eh bien avant sa naissance, ce qui s'est passé c'est que les Grimnir ont interprété bizarrement des pronostics de leurs Votann. Et en fait, vous savez, les Votann donnent très peu d'informations. Et en fait, là, différents Votann, en même temps, ont donné des prédictions sur il va naître en fait dans un des creusets, un personnage qui va avoir un gros impact sur la destinée de la race des Kog'Na, sans préciser lequel. C'est pas si simple que ça. Et en fait, ils sont tous étonnés. Et au final, en suivant différents indices, en regroupant les pronostics des différents Votann, ils ont trouvé le personnage, et c'est devenu Uthar. Et en fait, il semble que sa clone trame soit extrêmement particulière et lui confère des capacités martiales bien au-delà de tout ce qui existe. Et autre particularité très étonnante, c'est que dès qu'il est né, eh bien, il y a une des forges qui s'est mise à construire d'elle-même. Là, autant les creusets en fait sont les Votann qui décident quelle clone trame on va utiliser pour créer un Kog'Na. Là, en fait, dans les forges, ce sont les Borkir qui construisent en fait des objets, qui façonnent des objets. Et là, la forge s'est activée d'elle-même et a créé une magnifique épée. Voilà, et cette épée à plasma, du coup, a été confiée. C'est la lame des ancêtres. Elle a été forgée par les ancêtres pour aider Uthar à accomplir sa destinée. Alors, qu'est-ce qu'on note sur Uthar, c'est que, eh bien, tout le monde l'a reconnu dès sa première journée comme étant destiné à faire de grandes choses. Et en fait, ça lui a mis une pression colossale. Parce que quand vous arrivez au monde et puis avec vos pleines connaissances et qu'on vous dit, voilà, tu as une grande destinée, le problème, c'est qu'il ne connaît pas quelle est cette destinée. Il ne sait pas ce qu'il doit accomplir. Tout le monde sait qu'il doit accomplir quelque chose, lui-même en est parfaitement conscient, mais il ne sait pas quoi. Et en fait, c'est quelque chose qui peut le hanter un petit peu parce que déjà, il peut hésiter et se dire, est-ce que je vais être digne de la tâche que les ancêtres m'ont confiée, et est-ce que je vais réussir à trouver cette tâche-là? Et en fait, comme il est toujours dans ce questionnement, eh bien, il se réfugie justement dans l'excellence, et c'est si ce n'est le meilleur Khal des ligues de Votann, à tel point que même différentes ligues, alors il fait partie de la ligue de l'Alliance Turienne, mais il a pu voyager en fait, et d'autres ligues aussi majeures reconnaissent que Uthar en effet a des compétences bien au-delà de la moyenne des Khal, alors que sachant que le Khal c'est déjà bien entendu les commandants avec beaucoup de compétences, et bien là le reconnaissent, et puis certains en fait au fur et à mesure ont rejoint en fait ces forces, c'est-à-dire qu'ils ont quitté leur ligue, quitté peut-être leur poste pour joindre bien leurs efforts à ceux de Uthar pour réussir à accomplir sa mission pour les ancêtres sans que chacun puisse savoir de quoi il s'agit. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que alors que justement il intervenait au sein de la Ligue Turienne, eh bien il s'est dit qu'en fait, à un moment donné, il ne pouvait pas être passif. Il ne pouvait pas attendre que son destin arrive à lui, mais que c'était à lui de prendre en main son destin, et que c'était sans doute ce qu'attendaient les ancêtres. Et que du coup, il fallait qu'il quitte en fait son lieu, là où il était, la Ligue Turienne, pour partir, et bien trouver son destin. Voilà, et c'est ce qui le mène maintenant. Donc voilà, personnage assez intéressant. Autre chose qu'on peut noter aussi, c'est que il incarne une dureté qui, même au sein des forces des Kog'Na, est supérieure à la moyenne. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune compassion dans ses choix, et on nous cite quelques exemples comme une planète exodite où il a envoyé des missiles chargés de toxines pour détruire tous les exodites qui étaient sur la planète.
Il a et après des choses qui me paraissent assez évidentes en fait, c'est qu'il y avait une force de l'Adeptus Mechanicus qui était infectée par un virus. Alors ils ont les Cogna ont repéré qu'il y avait ce technovirus, et en fait tout simplement ils ont vaporisé les vaisseaux pour qu'ils s'éloignent de. Après en même temps. N'importe qui aurait pu le faire, ça. Hein. Je pense même l'humanité. Je pense que un petit commandant zélé de l'Astra Militarum aurait pu faire la même chose. Mais en fait, on va insister en disant que il a une intransigeance qui est bien supérieure à ce qu'on attend d'un Cal, et que sans doute c'est le plus intransigeant, mais que c'est parce qu'il est extrêmement exigeant vis-à-vis de lui-même et qu'il se doit de respecter son serment. Donc il s'est juré à lui-même en fait qu'il allait accomplir sa destinée, tout en sachant qu'il ne sait pas ce que c'est. Voilà. Mais en tout cas, on a le premier personnage vraiment nommé et important en termes de lore dans la Ligue de Votann. Allez, nouveau codex, nouveau personnage spécial, on a Buri Egnirson. Donc c'est le personnage justement avec beaucoup de chitine tyrannide sur lui. Donc son texte, c'est le fléau est là. Alors ce qui est intéressant, c'est comment il appelle les tyrannides. Il appelle le fléau FLE O, et avec un O barré, ambiance un petit peu nordique. C'est donc là que je dois être. Ma seule entrave est ces discussions qui retardent le contact de ma lame avec leurs entrailles. Emmenez-moi, où je trouverai quelqu'un d'autre pour le faire. Buri, le 3 fois dévoré. Voilà, c'est ça, c'est son nom de scène, le 3 fois dévoré, tueur de drague, dernier des égarés. Alors, tout simplement, on raconte l'histoire du bloc de Lambert Egnir, qui était en fait une ligue Votann, et en fait cette ligue Votann s'est trouvée prise avec la flotte ruche Léviathan, et la flotte ruche Léviathan l'a complètement entourée. Il n'y avait plus qu'une seule solution, c'était de reculer, de protéger le Votann qui était enfoui sous terre. Et ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure, les Cogna qui tombaient en fait étaient ramenés auprès des Votann pour accumuler les connaissances qu'ils avaient pour essayer de trouver des solutions. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tous sont morts, et le Votann en fait n'a eu que comme communication et que en fait la mort, la détresse, l'incapacité de lutter contre les tyrannides. Et en fait, ça a rendu ce Votann fou, et étant donné qu'il s'est retrouvé tout seul avec plus de moyens de communication, il est devenu reconnu par les autres Votann comme le Votann fou, et cette zone du coup a été interdite. Alors en plus, il n'a pas été détruit parce que les tyrannides en fait leur but c'est pas du tout de capturer le Votann ou alors de détruire le Votann. Ce qu'ils voulaient simplement, c'était la biomasse. Une fois la biomasse acquise, l'ordinateur qui est en train de tourner au fond de la salle, on le laisse tourner. Donc il est considéré maintenant comme le noyau fou par les autres Votann, et en fait c'est une zone qui a été interdite. Ce qui s'est passé simplement, c'est que alors que d'autres ligues se faisaient aussi attaquer par les tyrannides, un jour il y a eu un vaisseau qui est arrivé, et ce vaisseau était rongé par l'acide et a rejoint l'ost des Cogna des 7 creux, et à son sein, il y avait Buri. Et Buri est arrivé et a tout de suite entonné un chant de guerre qui était inconnu pour les Cogna qui étaient là, et qui a donné une certaine ferveur martiale pour que les Cogna qui étaient en train d'essayer de s'échapper sont retournés au combat, et lui directement il a attaqué l'entité tyrannide. Alors je pense que l'entité tyrannide c'est un émissaire Norn, et il s'est fait manger directement, il s'est fait happer par l'émissaire Norn, et en fait il l'a attaqué de l'intérieur, et puis il est sorti dans une gerbe d'icor, et puis ça a enflammé encore une fois la ferveur des autres, et au final les Cogna qui étaient en fuite devant cette flotte ruche ont réussi à la mettre en déroute et à la détruire complètement. Voilà. Et depuis en fait Buri va d'un endroit de guerre à un autre, parce que son seul but c'est pas la survie, mais c'est l'éradication des tyrannides, et en fait il est juste là pour combattre les tyrannides. Donc c'est quelque chose qui impressionne en fait les Cogna, parce que il est très compétent, il est très endurant, il continue le combat quoi qu'il arrive, mais c'est quelque chose qui leur fait peur aussi, parce que ce qui est très notable, c'est que là où il va intervenir, les autres Cogna vont prendre des choix qui sont plutôt guidés par pas la logique pure et simple de l'économie, de la rationalité, mais plutôt par
un coup de sang qui est de tuer les tyrannides, tout simplement. Donc voilà, lui par contre, sachant ça, sachant qu'il est un petit peu craint par les autres Kog'Na, et du coup il vit de façon très nomade, et puis il va de zone de guerre en zone de guerre. Mais ce qui est certain, c'est que comme il a une grande efficacité pour lutter contre le fléau, donc contre les tyrannides, voilà, il est reconnu quand même pour ses qualités guerrières. Voilà, donc le nouveau personnage, Buri Egnirson. Autre nouveauté de ce codex, c'est les stratèges Memnir. Donc les stratèges Memnir, ce ne sont pas des Kog'Na vivants, ce sont des Kog'Na de fer. Et en fait, quand on a des Kog'Na de fer qui ont des compétences particulières pour la logistique, ils vont atteindre un des stades les plus élevés au sein des Kog'Na de fer. Ce sont les stratèges Memnir. Donc eux, en fait, ce sont tout simplement des calculateurs qui vont aider justement les Khal à prendre les bonnes décisions. Alors comment ils vont faire? Tout simplement, ils vont emmagasiner le plus de connaissances possible. Donc on nous dit estimation de masse, émission d'énergie, les stocks d'artillerie, les tendances psychologiques, des données stratégiques, toutes sortes d'analyses qui peuvent permettre d'avoir un profil sur l'adversaire. Et on nous dit que souvent, ils connaissent mieux l'ennemi que le chef de cet ennemi puisse le connaître lui-même, étant donné que des siècles de données statistiques sont accumulées en lui. Ces données sont analysées avec ce qu'il voit sur le terrain et il les met en correspondance pour essayer de trouver la réponse la plus adaptée à la stratégie qui est mise en place par l'adversaire. Alors, ce qui semblait à des mécadendrites, c'est-à-dire les sortes de tentacules qu'il a autour de lui, ce ne sont pas des tentacules manipulateurs, mais en fait, c'est qu'il est relié à des UC, donc des unités cérébrales, qui sont des calculateurs, alors qui, eux, par contre, ne sont pas directement. Alors ça, c'est un petit peu étonnant. Donc, on nous dit que ce sont des UC supplémentaires spécialisés, mais même s'il est câblé avec eux, sous-entendre qu'un stratège puisse communier avec ses esprits désincarnés serait une insulte. Donc en fait, il y a une distinction je comprends pas ce passage-là. Vous savez, on nous a dit que les Kog'Na de fer, ce sont des UC, donc l'équivalent du cerveau, de l'âme, c'est cette notion-là, l'UC, l'unité cérébrale, et le Kog'Na de fer est une UC au sein d'un corps artificiel. Et il communique avec d'autres UC qui n'ont pas de corps physiques, qui sont simplement des UC reliés à lui. Donc c'est en fait à chaque fois ce petit dôme, en fait on imagine qu'à l'intérieur vous avez une UC spécialisée, supplémentaire, qui vient apporter une dose de calcul en plus ou des calculs très spécialisés. Donc ça, ok, ça se tient. Par contre, étant donné qu'ils n'ont pas de corps au-delà, ce sont des entités désincarnées, des esprits désincarnés. Et du coup, ce serait une insulte je comprends pas cette notion ce serait une insulte qu'ils puissent communier avec eux. Et du coup, je sais pas pourquoi à un moment donné l'intelligence artificielle qui est un Kog'Na de fer, on va la considérer comme faisant complètement partie de la Ligue et puis des Kog'Na, de l'entité Kog'Na, que ce soit biologique ou mécanique, et que simplement la partie cérébrale, donc ce qui correspondrait au cerveau chez un Kog'Na, ou qui est lucé justement chez un Kog'Na de fer, si elle n'a pas de corps physique et qu'elle a simplement cet esprit, elle est désincarnée, donc du coup elle n'a pas voix, elle n'a pas droit au respect en fait. Et j'avoue, je sais pas, ça c'est un passage, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, comment vous interprétez ça. J'avoue que j'ai pas mal réfléchi, je vois pas le gain qui est là à préciser que c'est UC. Voilà, je pense que ça aurait été plus sympa, moi, comme je l'aurais abordé, si ça avait été moi qui avait fait le lore là-dessus. J'aurais plutôt dit que malgré le fait que les autres UC n'avaient pas de corps, elles ne faisaient qu'un avec l'UC primordial et toutes formaient une conscience collective, et que on révérait cette conscience collective, et que voilà, c'était la somme des parties. Bon voilà, en tout cas c'est joué comme ça. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est sur la navigation Warp, parce qu'on ne nous parle pas encore, je n'ai pas jamais eu d'informations sur comment les Kog'Na voyagent à travers le Warp, parce qu'ils n'ont pas de navigateur. Les navigateurs sont remplacés par justement des stratèges Memnir ou des Memnir spécialisés qui sont là pour accompagner les flottes d'exploration et qui vont analyser les courants du Warp pour savoir où passer. Donc
Voilà, en tout cas, on a un élément d'information en plus. Mais vous voyez, en fait, quand il y a une nouvelle faction qui arrive comme ça, de nulle part, et bien il y a énormément de choses à expliquer. Donc déjà, ils nous ont expliqué comment ils se reproduisaient avec les clones Tram, donc ce sont tous des clones, ok. Quelle est l'accession au pouvoir, donc là c'est vraiment les clones Tram, encore une fois, la constitution qui fait une personnalité, et cette personnalité, si elle est effectivement bien compétente et bien construite, elle va accéder à une position de pouvoir de par ses compétences. Voilà, le choix reste au Cogna, c'est le Cogna qui va choisir. On a cette dualité sociale, en fait, entre les Cogna de fer et les Cogna classiques, voilà. Après, voilà, comment ils voyagent à travers les étoiles. Donc, ils utilisent le Warp. Les Grimnir l'utilisent par l'intermédiaire de transmutateurs d'énergie Warp, même si ce ne sont pas directement des psycheurs qui puisent eux-mêmes l'énergie du Warp, mais en tout cas, ils peuvent une fois qu'elle a été canalisée, ils peuvent l'utiliser. Et puis là, on a cette information que ce sont les Memnir, donc les Cogna de fer, qui guident les voyages interplanétaires à travers le Warp, et que justement les vaisseaux des Cogna passent dans le Warp. Allez, on continue avec les nouveautés de cette version 2025. Donc, ce sont les évaluateurs arcadistes. Alors en fait, ce sont un peu les scientifiques fous, parce que ils vont aller au combat pour tester les dernières innovations, et souvent elles ne sont pas stables. Mais c'est ce qu'ils recherchent en fait. L'idée, c'est qu'ils font partie, eux, d'une guilde, la guilde des évaluateurs, et ils cherchent à tester le plus de variantes possibles d'une nouvelle invention. À chaque fois qu'il y a une nouvelle invention, bien sûr, elle doit correspondre à des critères très élevés d'exigence pour être mis en production de masse, et avant d'arriver à ce stade-là, elle doit être bien sûr testée sur le terrain. Et quel est le meilleur moyen de la tester sur le terrain que d'être aux avant-postes pour mener la guerre? Et donc, souvent, les évaluateurs partent avec les expéditions qui sont là pour trouver de nouveaux gisements, de nouvelles ressources, parce qu'en fait, ils peuvent aussi essayer d'expérimenter sur le terrain avec des factions ennemies aussi variées que possible. Donc, si on peut essayer son arme et sur un tyrannide, et sur un orc, et sur l'impérium, et sur une sorte de bataille, et sur un écron, c'est très 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 important de collecter en fait toutes ces données. Et on nous dit qu'ils sont assez fous en fait par rapport aux autres, parce qu'en fait, ils vont avoir peu de considération pour leur propre sécurité. Déjà parce qu'ils utilisent des armes qui peuvent tout simplement tomber en panne ou exploser ou leur causer des dommages, mais aussi parce que ils vont jamais faire attention à leur sécurité. S'ils peuvent envoyer leurs rayons sur typiquement un émissaire Norn, ils préfèrent le faire plutôt que d'aller le faire sur un Gaunt pour voir justement. D'ailleurs, on a un petit exemple qui dit laissez-moi la bête, sa mort nous en apprendra beaucoup. Et voilà. Alors après, souvent on nous cite un peu le fonctionnement, parce que c'est vrai que tout à l'heure je vous ai fait l'étalage des différents types d'armes, mais souvent on a un peu la même chose, genre une sorte d'agitation moléculaire. Là, c'est toujours un peu la même chose. Alors, dans sa forme basique, ça défragmente et réaligne le maillage moléculaire. Donc, on donne quelques exemples. Donc, ça fait bouillir la chair en décomposant les armures en substances précieuses. Donc, c'est-à-dire que ça va transformer la céramide, par exemple, en, en or, en cuivre. Je ne sais pas quelles sont les substances précieuses pour les Cogna. D'autres provoquent l'extrusion de cristaux exotiques dans le sang de la cible. Et d'autres peuvent temporairement déphaser la matière par une cascade de duplication atomique agissant comme des micro-réactions cosmiques incontrôlées ou altérer les forces atomiques, ce qui fait exploser ou imploser en fait la cible. Donc à chaque fois, voilà, c'est très violent. Et puis voilà, donc vous avez cette unité-là pour avoir quelque chose d'un petit peu moins carré en fait que le Cogna classique. Là, vous avez le côté un petit peu savant fou qui est assez sympa. Je trouve que c'est assez bienvenu, que c'est une belle entrée dans le nouveau codex. Alors les Chtoniens, je vais être honnête avec vous, c'est vraiment le type d'unité qui me plaît le moins, je trouve, qui est le plus raté avec tout ce que peut représenter un peu le reste des Cogna, ou en tout cas ce qu'on nous présente comme les Cogna. Donc les Chtoniens sont ceux qui sont spécialisés, donc c'est des guildes chtoniennes, ceux qui sont spécialisés sur l'excavation, donc c'est-à-dire retrouver, miner en fait, tout simplement. Et en fait, comment
vont-ils y arriver? Parce que déjà leur trame génétique leur permet de résister aux radiations, d'être plus endurants, d'avoir des muscles plus épais, d'être plus robustes, de résister aux agressions extérieures, etc., etc. En plus de ça, ils vont avoir des améliorations mécaniques, c'est-à-dire qu'on va remplacer leurs bras, ils vont avoir des bras mécaniques, ils vont avoir déjà des injecteurs de stimulants pour les rendre infatigables, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont fatigués, arrivés à bout de force, eh bien un petit coup de picouse et puis hop là voilà, ils vont retrouver en fait leur énergie. Et je trouve que c'est une comment dire ça, mais en fait je trouve qu'on n'est pas dans l'efficience et l'efficacité, le pragmatisme, la logique, et en fait ce que j'aime vraiment pas aussi, c'est le look des figurines ou leur look, parce qu'en fait ils sont torse nu pour montrer, en fait, vous voyez, et moi je peux pas m'empêcher de voir, dites votre avis, mais je peux pas m'empêcher de voir des je sais pas, des tueurs nains, voilà, qui sont torse nu avec enfin voilà, ou enfin je trouve qu'on a vraiment ce parallèle où Games veut dire hey, regardez les gars, non vous aimez le Medfan, regardez, c'est les Medfan futuristes, donc bah voilà, les nains les nains du futur torse nu, etc. Et en fait, comme nous a appris justement avant que tout c'était dans un scaphandre, etc., pour faciliter en fait les choses, il y a vraiment aucune raison que eux n'aient pas de scaphandre, par exemple, typiquement, si ce n'est que bah voilà, on pourrait moins les différencier, et c'est là où parfois juste le côté esthétique de vouloir différencier les choses, eh bien se heurte en fait à la logique qu'on nous présente comme étant la logique en plus des Cogna. Et s'il y a bien quelque chose qui doit être logique et pragmatique, c'est justement les ligues Votann. Et là, du coup, je trouve que c'est moyen. Mais bon, après, voilà, qu'est-ce qu'on nous dit de plus sur eux? On nous présente la nouvelle unité, le trembleterre chthonien. Et en fait, tout simplement, on nous dit que comme ils sont là pour utiliser leurs connaissances pour miner le plus efficacement possible, souvent, ils envoient à travers le sol des sondes qui vont sonder, voilà, forcément, c'est logique, pour essayer de trouver les filons les plus riches rapidement, par écolocalisation, trouver des gisements de matières premières, ce genre de choses, et que ce qui va se passer, c'est que si par exemple ils ont décidé d'acquérir des ressources qui sont défendues par une autre espèce, imaginons, incroyable, on nous dit par exemple une usine de Prométhéum ou ce genre de choses, et ils veulent justement ces ressources-là, eh bien ils vont retourner ces armes d'exploration et d'excavation et les transformer en armes très efficacement. Et voilà, donc on nous parle de toutes ces nouvelles unités, donc les munitions taupes, hein, tout simplement. Alors c'est pareil en fait, comme je me suis rappelé du passage où il disait qu'il y avait peu de... Enfin, qu'il donnait en fait des insignes animaux alors qu'eux-mêmes n'avaient pas connu les animaux. Là, c'est pareil. Pourquoi ce sont des obus taupes alors que les taupes, sans doute, ils les ont pas connus non plus. Mais bon, voilà, ça c'est pour nous, c'est pour qu'on puisse s'imaginer les choses. Mais je pense que l'Imperium non plus, hein, il doit pas connaître des taupes. Il doit pas y avoir beaucoup de taupes sur Ultramar, par exemple. Enfin bon, toujours est-il que ces obus, en fait, leur particularité, bien sûr, c'est qu'ils vont creuser et essayer de faire effondrer en fait toutes les structures en s'attaquant au sol. Et en fait, là vous vous dites, en fait, peut-être qu'ils peuvent tout simplement aller à la surface et exploser, ce sera aussi efficace. Et c'est aussi ce que font d'autres types d'obus qui, voilà, eux, leur but, c'est justement d'arriver au sol en surface et d'exploser et de passer à travers toutes les défenses. Donc, c'est-à-dire, évidemment, quand vous êtes dans un bunker, si vous creusez sous le bunker, vous allez pouvoir atteindre justement le haut commandement ou des ressources, justement, une cuve de Prométhéum que vous avez envie de faire sauter ou justement une cache de munitions. Donc, c'est là où, du coup, ça se révèle assez utile. Et puis, on nous dit qu'il y a un effet psychologique qui est assez important parce que quand les soldats en fait en défense entendent le bruit très caractéristique de forage, ils savent en fait qu'ils ne peuvent rien faire parce que comment vous luttez si vous entendez ce bruit de foreuse, vous pouvez pas tirer dans le sol. Enfin, si vous tirez sur les rochers du sol, il va rien se passer, même si vous avez un plasma ou quoi que ce soit. Donc vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas lutter, et à un moment donné le sol va s'ouvrir devant vous et là bim, ça explose et puis vous êtes mort. Et c'est vrai que je trouve que là par contre c'est fort juste psychologiquement, c'est-à-dire que vraiment autant un obus à la limite vous le voyez, vous l'entendez, vous voyez un peu où il va, et si vous cachez, que vous avez quelque chose au-dessus de votre tête, ça a marché. Quand ça vient du sol et que du coup vous pouvez pas le voir, juste l'entendre, sentir un peu les vibrations qui se rapprochent, je pense que c'est
vraiment plus flippant. Et voilà, donc ouais, tout ce qui est enfoui, qui sort du sol comme ça, je pense qu'il y a une vraie peur qui est encore plus grande. Voilà. Donc ça, c'était bien sûr pour les nouvelles unités. Après, les Ectoniens classiques, voilà, ce sont des berserkers. Donc ils ont des grandes haches, des membres bioniques, etc. Et donc bien sûr, ils vont essayer d'acquérir le plus rapidement possible les ressources. Et on nous dit que tout simplement, quand en phase 2, eh bien, il y a un bastion, pour eux, ils voient simplement en fait des rochers. Et autant vous cassez les rochers pour atteindre le minerai qui est en dessous, et bien là c'est la même chose, vous cassez le bastion pour atteindre les ressources qui sont en dessous. Alors après, encore une fois, et ça j'aime bien, on nous dit que certains récoltent les matières aux frontières des trous noirs, puisent dans les vagues hypersoniques ou dans le warp, ou chassent les bêtes spatiales. Et on a encore ce petit côté, on remet les bêtes spatiales, je vous en parlais dans la vidéo précédente, et moi j'aime bien vivement qu'on nous sorte une sorte de baleine spatiale, de léviathan spatial. Je suis vraiment pressé, hein, j'imagine, comment s'appelle le jeu de bateau là qui nous avait sorti, pas Manowar, mais après, alors je vous remettrai une image, désolé, je vais pas couper la vidéo pour faire la recherche, mais en fait, moi j'imagine ça dans l'espace. Ce serait assez amusant d'avoir des vaisseaux un petit peu de différentes factions, et puis cette baleine, ces léviathans spatiaux comme ça, ce serait assez amusant. Voilà, je suis sûr que ça marcherait en plus. Et puis ce serait fun, hein, on sortirait un peu de côté un peu sérieux pour être sur quelque chose d'un peu fun. Franchement, moi je suis vraiment très client de ce genre de choses. Je me fiche de savoir depuis quand vous êtes là, créature. Vos prétentions sont nulles et non avenues. Elles le sont depuis que ma cognation a évalué ce monde et a décidé de le prendre. Ça, ce sont les Erncog. Les Erncog, ce sont ceux qui sont voués à découvrir les merveilles de la galaxie et à étendre en fait les recherches en dehors justement du noyau galactique. Alors, on peut imaginer que dans un premier temps, voilà, ils vont chercher les choses à l'intérieur du noyau galactique, et une fois que les différentes cognations ont puisé l'essentiel du noyau galactique, alors en sont-ils arrivés là maintenant? En fait, ça pose quand même une question assez profonde. C'est, vu la taille de la galaxie, est-ce que le noyau galactique, étant donné qu'il est extrêmement dense et qu'on peut raisonnablement imaginer que ce qui est contenu dans le noyau galactique est supérieur peut-être au bras galactique, eh bien, s'ils ont déjà fait le tour, ils vont pas mettre longtemps à finir l'ensemble de la galaxie. Bah oui, parce qu'en fait, étant donné que c'est beaucoup plus dense, même si c'est beaucoup plus vaste en termes de taille, c'est beaucoup moins dense que le noyau galactique, donc il y a peu de chances qu'ils trouvent énormément de choses intéressantes. Mais bon, en tout cas, voilà, les Hancock sont ceux qui vont aller à l'exploration. Souvent, ce qui se passe, c'est que dès qu'ils trouvent des ressources intéressantes, une planète, ou... Alors, quand on parle de ressources, ça peut être aussi des ressources manufacturées par d'autres espèces, hein. Donc, typiquement, quand vous avez des usines de transformation humaine, et ben voilà, on va les marquer en disant, tiens, là, il y a des ressources qui peuvent être prises de façon intéressante. Et bien, il va laisser en fait des balises, et ces balises vont être là pour signaler qu'à tel endroit, eh bien, il y a une source d'intérêt pour la ligue dans laquelle il dépend. Ensuite, vous avez une spécificité, vous avez les Yaegir Erncog. Et en fait, eux, ce sont des sapeurs. En fait, ils vont s'infiltrer de plusieurs façons, donc, et ils vont parasiter en fait les défenses de leur cible. Donc, par exemple, déclencher une guerre civile, parce que si vous avez une guerre civile, déjà, vous allez amoindrir en fait la population, amoindrir la défense, amoindrir les armes, et ce qui fait que forcément quand les cognas vont arriver, du coup ça va être beaucoup plus facile à prendre. Ce qu'ils peuvent aussi, c'est empoisonner les ressources d'eau, saboter des usines, etc. Et leur but, c'est vraiment de créer un peu le bazar pour préparer le terrain, pour que le minage et que la collecte de ressources soit beaucoup plus simple. Ensuite, on nous parle bien sûr des nouveaux véhicules. Les nouveaux véhicules sont les Capricus, donc deux types de Capricus. Vous avez le défenseur Capricus qui lui est équipé d'armes lourdes. Donc on nous dit que c'est un véhicule robuste, voilà, qui peut facilement être configuré, qui est suffisamment résistant et armé pour soit conquérir des zones assez facilement, ou soit défendre des zones assez facilement. Ces armes lourdes permettent de lutter contre les fantassins blindés, les blindés légers. Donc qu'est-ce qui se passe quand il y a un blindé lourd? On peut plus utiliser d'autres armes, mais voilà. Et puis il y a aussi la version Capricus de transport qui, elle, comme son nom l'indique, est là
là comme mule pour essayer de transporter en fait différentes ressources. Voilà, vous avez juste une petite notion lore pour le Capricus, mais voilà, tout le monde a compris vite fait à quoi ça correspondait. Ensuite, intéressant, les cryptes d'héritage. On nous parle des cryptes d'héritage, donc c'est souvent sur les Ancog en fait. Ce qui se passe, c'est que à un moment donné, quand un Cogna ou un Cogna de fer, indifféremment, sent qu'il est sur le point de mourir et qu'il ne va pas pouvoir retourner au Votann pour transmettre en fait toutes les informations qu'il a pu glaner, eh bien, il peut faire une image instantanée de son réseau synaptique qui est un cliché de sa mémoire et de tout ce qu'il a vécu à un moment donné. Et qu'ensuite, eh bien, tel un peu une sorte de pierre-esprit, eh bien, cette crypte d'héritage, il la cache à un endroit. Alors, on imagine qu'elle émet une sorte de pulsation qui est encodée, qui ne peut être trouvée que par les Cogna, mais ça va résister à d'énormes pressions, d'énormes températures, d'énormes forces physiques, et ça permettra comme ça que d'autres Cogna, quand ils vont retrouver en fait ce signal, vont retrouver la crypte d'héritage et en fait transmettre tout l'héritage, toutes les informations qui ont été glanées par le Cogna au Votann, parce que c'est le but, encore une fois, des Cogna, apporter la connaissance au Votann. Ensuite, on parle des Brokirs. Alors les Brokirs, on en a déjà parlé, ce sont les forgerons, les maîtres forgerons qui sont déployés aussi bien sûr sur le champ de bataille. Alors eux, c'est ceux qui ont le scaphandre en fait renforcé, cette sorte d'armature avec des petits réhausseurs. Alors c'est des stabilisateurs gravitiques, hein, c'est pas pour qu'ils soient un peu plus grands en tant que petite personne. C'est vraiment pour se stabiliser. Ils vont porter des armes lourdes qu'ils ne seraient pas capables évidemment de porter sinon. Et en fait, chacune de ces armures est sa construction personnelle qu'il va encore une fois chercher à améliorer. Donc là, il y a pas mal de redites par rapport à ce que je vous ai déjà dit avant. Leur but, c'est bien sûr d'améliorer les choses pour transmettre quelque chose au Votann. Ensuite, ce qu'on nous dit, c'est que il y a différents niveaux et ensuite on va être soit on est un Brokir de base, soit on a un maître fer Brokir. Donc les maîtres fer, c'est ceux qui ont encore plus vocation à créer des nouveautés, qui sont le plus doués en fait pour améliorer les choses. Petit passage assez sympa, c'est qu'on dit que ce qu'ils redoutent parmi tous, c'est que d'autres factions, d'autres espèces retrouvent les vaisseaux de la Grande Marche, parce qu'en fait, bien sûr, des tas de vaisseaux se sont perdus avant d'atteindre le noyau galactique et ils ont à leur bord bien des technologies des Cogna, et forcément si on venait à mettre la main dessus, peut-être que dans ce vaisseau il y a même un Votann. Alors même si on a dit que c'était les flottes surtout qui n'avaient pas de Votann qui s'étaient perdues, on peut raisonnablement imaginer que avec tous les dangers qu'il y a dans la galaxie, une flotte même avec un Votann pouvait se retrouver perdue, et puis un vaisseau dérivé, voilà. On peut même raisonnablement penser que dans les Space Hulk, eh bien on retrouve souvent en fait des vaisseaux Votann, peut-être de la Grande Marche justement. Donc voilà, et puis après le niveau encore au-dessus, c'est Maître Forge. Voilà, le Maître Forge, c'est celui qui est encore au-dessus. Bon, il n'y a pas beaucoup plus d'éléments que ça, donc on va passer. On nous reparle un peu des Cog. Donc les Cog, ce sont les serviteurs qui n'ont pas de conscience, contrairement aux Cogna de fer. Et encore une fois, on nous dit certains peuvent ressembler un peu à des Cogna de fer, mais envisager de les comparer relèverait de l'insulte personnelle. Donc il y a vraiment cette notion, cette distinction en tout cas entre les Cog et les Cogna de fer. Voilà, donc les Cog après c'est tout simplement des entités spécialisées, donc que ce soit l'élimination des déchets, le traitement répétitif de tâches, voilà, donc pas beaucoup plus d'informations, mais bon après ça n'en nécessite pas beaucoup plus. Ce sont des serviteurs mais sans le libre arbitre en fait dont font preuve les Cogna de fer. Alors point intéressant, les chaudronniers Cogna de fer, donc ce sont les grands robots, les troupes là qu'on a vues qui sortent vraiment de l'ordinaire et qui changent vraiment de style, qui sont beaucoup plus balèzes. Donc quel est leur lore ? Et bien en fait leur lore, c'est tout comme les Cogna de fer, ce sont au même titre des citoyens, enfin même si le terme citoyen n'a jamais été employé, mais enfin des membres de la cognation. Ils sont simplement meilleurs. Ils sont meilleurs que les Cogna, ils sont meilleurs que les autres Cogna de fer parce que
eh bien, les compétences que leur ont donné les Votann sont supérieures. Ils ont un meilleur exosquelette, ils ont des meilleurs systèmes cognitifs, ils ont une plus grande résistance, etc. Donc, on pourrait se dire, mais pourquoi le Votann ne crée pas que des Kog'Na chaudronniers plutôt que simplement un Kog'Na de fer? Et en fait, c'est la question que se posent tous les Kog'Na. Et en fait, alors ils imaginent qu'il doit y avoir un algorithme spécifique pour avoir une certaine proportion, mais sans savoir en fait, voilà. Et c'est assez rare justement la création des chaudronniers. Simplement, on nous dit voilà, quand les forges créent des armes qui sont inutilisables de par leur taille pour des simples Kog'Na, eh bien une joie silencieuse apparaît car ils savent que bientôt un nouveau chaudronnier va bientôt voir le jour. Donc voilà. Après, ce qui est assez intéressant, c'est que tout comme les Kog'Na de fer, eh bien ils peuvent choisir avec leur libre arbitre de faire la guerre ou eh bien en temps de paix d'utiliser leurs compétences encore plus grandes pour aider la cognation dans son ensemble. Et ce n'est pas rare de voir justement un chaudronnier qui va utiliser sa stature plus imposante pour aider à la construction de bâtiments, pour aider à la manipulation d'objets, enfin, etc. Et voilà. Après, petite chose assez sympa qui peut laisser présager peut-être lors de la troisième version du codex d'ici quelques années, on nous parle du Khal de fer. Vous savez, le Khal, c'est le plus grand général Kog'Na, mais ça a toujours été un Kog'Na, jamais un Kog'Na de fer. Et là, en fait, on nous dit que il y a une légende qui circule et qui se fait de plus en plus présente, qu'il pourrait exister en fait un Khal de fer, donc c'est-à-dire un chaudronnier qui serait devenu, de par ses compétences, un Khal. Mais ce n'est qu'une rumeur, ce n'est que des échos, on n'a jamais de vérification. Et simplement, à chaque fois, ce que les Kog'Na observent, c'est que parfois, de temps en temps, on a des Memnir qui, de par une accumulation incroyable d'informations, réussissent des exploits qui sont même au-delà de leurs compétences d'origine. Simplement, ces exploits, eh bien, ils les payent cher parce que, eh bien, ils fatiguent leur circuit et ils se retrouvent vite dans un état de sénilité où voilà, ils ne sont plus capables des prouesses d'un simple Memnir. Et en fait, certains pensent qu'en fait, cette légende du Khal de fer, elle a été forgée par l'accrétion de différents points isolés, de différents Memnir qui tout simplement auraient fait des actes isolé, et en fait on pourrait imaginer que non, c'est la légende du Khal de fer. Après, ce qu'on peut aussi raisonnablement imaginer, c'est que ce serait sympa, maintenant qu'on a le chaudronnier, nouvelle unité, et bien que d'ici quelques années on ait un chaudronnier encore plus particulier, que vous puissiez avoir une armée dirigée justement par un chaudronnier, et donc le Khal de fer. Alors pour terminer sur les forces des Host Kog'Na, on va parler des véhicules. Donc on a le Sagittor. Donc le Sagittor, on n'apprend pas énormément de choses, si ce n'est que c'est un engin robuste. Oui, ça on s'en doute. C'est un engin rapide, oui, ça en avait la forme, c'est un engin qui transporte, oui, ça on savait, et avec des bonnes armes, voilà, bon, c'est tout ce qui est dit en termes de lore. Alors bien sûr, c'est un petit peu plus meublé, mais on n'a pas beaucoup plus d'informations, si ce n'est que c'est l'outil qui est privilégié par les troupes d'infiltration, parce qu'il est très rapide, même au milieu du champ de bataille. Il est constitué de différents moteurs dans chacune des roues pour avoir une grande fiabilité, pour résister aux dommages. Comme il a un compartiment de transport, c'est formidable. Il y a un COG qui est spécialisé pour le traitement des cibles, donc c'est-à-dire que son arme en tourelle, eh bien, il y a une intelligence artificielle, le COG, qui permet de faciliter en fait le ciblage. Et puis voilà, on nous dit que c'est un SCS antique, donc sous-entendu qui peut-être aurait pu se retrouver, peut-être pourrait se retrouver dans les forces de l'Imperium, étant donné que c'est un héritage commun, mais qui a été bien sûr perfectionné. Donc est-ce que j'ai du mal à voir des similitudes avec un véhicule impérial, mais en tout cas il y a cette souche commune qui pourrait peut-être être rétro-compatible par le Mechanicus, s'il venait à récupérer ces informations-là. On nous parle aussi des technologies de champ, donc on nous dit que les Kog'Na sont spécialisés dans les champs de force et qu'ils utilisent en fait des variantes des champs de force humains, mais qui viennent superposer dans une trame en fait, et en tissant cette trame d'énergie, en y mêlant en fait des énergies ésotériques, eh bien ils ont des champs de force qui sont beaucoup plus résistants que ce que peut faire en fait l'Imperium de l'humanité. On termine bien sûr avec la forteresse Hécaton. Alors en
lisant en fait tout son descriptif, je me suis posé quand même une question. Donc on nous décrit que bien sûr elle est extrêmement blindée. Allez, je vous le lis parce que c'est impossible à mémoriser. Alors elle dispose plusieurs centimètres adaptatifs de tricéramite. Oui, parce que la céramite juste de l'impérium c'est pas suffisant. Là c'est la tricéramite de plusieurs centimètres d'épaisseur, montée sur une surface d'alliage de bastium doublé de minéral hexaphasique. Elle dispose donc d'un maillage de tramonde entrecroisé avec les couches structurelles. Donc ça, c'est-à-dire que vous avez le champ de force qui vient se mélanger en fait avec la matière elle-même. Tout cela, en plus de la taille et du poids de l'hécaton, fait que lorsque ces 6 unités motrices à double cœur, donc là, bien sûr, on parle des moteurs qu'il y a dans les roues, le mettent en mouvement, il faut un mur de forteresse ou un flanc de montagne pour l'arrêter. Voilà. Donc voilà, très 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 résistant. Bien entendu, c'est un transporteur de troupes, donc qui permet d'amener justement les troupes ou de sauver les troupes, quelle que soit la puissance des tirs adverses. On peut aussi parler de ces armes, mais c'est en fait sur ces armes où je me suis posé une question. En fait, chacune des armes est reliée à un cog, et ce cog va servir de système de ciblage semi-automatique. Alors, et c'est là où je me suis dit, tiens, semi-automatique, et au final, pourquoi pas automatiser complètement un hécaton. Et en fait, j'ai repensé au chaudronnier, et je me dis, mais en fait, pourquoi si on est capable de créer en fait des cogs, des cognas de fer, est-ce qu'on ne pourrait pas créer un hécaton de fer, sous-entendu une machine beaucoup plus colossale qu'un cogna de fer, donc avec une stature qui ressemble à un cogna, et qui serait une intelligence artificielle. Donc tout simplement, pourquoi pas une forteresse complètement automatisée, étant donné que la technologie le permet. Au final, ça me paraît pas beaucoup plus compliqué d'avoir une sorte de forme humanoïde qui réussit à se déplacer en restant en équilibre et qui va manier un bras, 2 bras, voire plusieurs bras. On l'a vu avec le Mimir, pardon. Donc pourquoi pas remplacer ça par juste des roues, peut-être plus simple de manier des roues que de manier des jambes, et puis simplement des armes automatisées. Et ça, c'est peut-être plus simple que de manier par exemple des doigts, en fait, au lieu qu'on ait un doigt qui cible chaque cible, et ben voilà, vous avez tout simplement des armes, tac tac tac, qui ciblent, et qui tirent, qui prennent la décision. Et en fait, je me dis, il y a tellement d'intelligence artificielle dans la société Cogna, pourquoi la limiter à juste des individus? En fait, c'est toujours la petite question qu'on peut se poser, c'est à partir du moment où il y a beaucoup d'intelligence artificielle. Je m'étais posé la question justement aussi pour les Eldar, pour prendre un petit peu les choses. Les Eldar, en fait, avec leur construct en moelle spectrale, eh bien, il faut des esprits les plus grands pour manier le seigneur fantôme plutôt qu'un simple garde fantôme, et il faut un esprit encore plus grand pour les chevaliers fantômes. Et en fait, je m'étais dit, mais au final, quelque chose de mécanique, quelle que soit sa taille, il y a quand même une dimension, mais si c'est une question de taille, un bras mécanique qui fasse 2 mètres, qui fasse 10 cm ou qui fasse 1 km, si c'est juste un bras mécanique et simplement l'action c'est de le lever, c'est très simple, c'est comme appuyer sur un bouton, donc cette prise de décision, ce flux d'informations, il est très facilement pris par un cog. Et en fait, si le cog peut cibler avec ses armes la forteresse, à quoi sert la décision encore Cogna de dire oui, ok, on va cibler cette chose-là? Si c'est ça le problème, étant donné que les Cogna de fer ont exactement les mêmes compétences mentales, voire différentes, mais voire supérieures, en tout cas il y a une égalité, on peut très bien avoir un équipage de Cogna de fer. Mais pourquoi alors avoir plusieurs Cogna de fer qui vont guider une forteresse hécaton, alors qu'on pourrait tout simplement avoir une seule entité qui serait l'intelligence artificielle, qui serait dans une forteresse et qui serait plus efficace parce qu'il y aurait une coordination incroyable. Parce que là, je veux bien qu'ils soient très forts pour communiquer ensemble, mais on imagine que l'arme qui est derrière, si elle doit dire hey, tourne-toi un tout petit peu à gauche pour pouvoir cibler, et qu'il faut que toutes les autres armes disent ah bah non, parce qu'en fait moi je ciblais à gauche, c'est un peu compliqué à faire pour le pilote Cogna, quelles que soient ses compétences. Alors que si tout est relié en un tout, vous savez que vous devez déplacer ça si vous voulez mettre votre main ici, et que si je veux faire ça et puis rabaisser, il faut que je bouge mon autre main. Vous voyez, il n'y a pas besoin de communication, c'est instantané. Et voilà, toujours je me dis, mais pourquoi pas une intelligence artificielle, donc un Cogna de fer pour une grande forteresse, et pourquoi les limiter au petit corps des Cogna? Alors certes, ça a évolué, mais justement cette évolution avec
Ils ont un nom qui me paraît tellement les chaudronniers. Je vois pas trop l'idée de le chaudronnier. Pour moi, le chaudronnier, enfin, il y a cette notion de construction, pas trop cette notion de construction blindée, mais en tout cas, pourquoi pas, au lieu d'avoir un chaudronnier, avoir quelque chose qui n'aurait pas un corps anthropomorphe, en fait, c'est-à-dire avec deux bras, une tête, voilà. Donc, bon, voilà. En tout cas, on s'arrête là pour tout ce qui est description de l'équipement, des différents éléments de l'armée. Et puis, le fait est qu'on s'arrête là sur la description du lore. Après, on arrive dans le codex directement sur les listes d'armées. Et c'est un petit peu décevant en termes d'historique. En fait, les Ligues Votannes, c'est vraiment une faction qui est très 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 récente, où il y a très peu de lore. Donc moi je pense qu'il faut l'intégrer à différentes choses. Et je pense qu'à l'époque où dans les codex, on avait cette trame historique qui maintenant n'existe plus parce qu'il n'y a plus de calendrier, mais où on avait en telle année il s'est passé ça, en telle année il s'est passé ça. Je me rappelle, quand il y a eu les taux qui sont arrivés, et bien en fait cette trame était très importante parce qu'elle faisait comprendre d'où venaient les taux et comment ils avaient évolué en fait. Donc c'est-à-dire vraiment au début guerre entre les différentes castes, enfin entre les différentes espèces de taux, puis les éthérés arrivent, je la fais très court, rassemblement, conquête spatiale, conquête de différents mondes, création de sets, de nouvelles bases spatiales, de nouveaux groupes, etc., technologie, blablabla. Mais en fait, comme il y a cette trame, au-delà de la description pure de simplement la technologie employée, eh bien ça matérialise une histoire en fait. Et c'est ça que je reproche en fait à la Ligue de Votannes, à ce codex-là, c'est que on n'est pas sur une histoire globale, on a simplement un petit début. Le petit début, c'est ils sont partis de Terra pour aller miner la galaxie et donc le noyau galactique, et on appelle ça la longue marche. Je ne sais plus si c'est longue ou grande marche, je crois. Et c'est tout en fait. Et c'est tout. Et après, il n'y a pas de... Comment à un moment donné, je sais pas, ils ont décidé de former des ligues, etc. Quels sont les premiers liens qu'ils ont fait avec les tyrannides, par exemple? Là, on a juste l'exemple de Bryn, là, voilà, le fou qui lutte contre le fléau. Mais vous voyez, le fléau, ce terme-là, il m'a plu en fait, parce qu'il y a un moment donné, on a une nouvelle nomenclature qui est donnée et qui personnifie en fait les Kogna. C'est-à-dire que il n'y a qu'eux qui appellent ça le fléau, FLE, avec un O un petit peu bizarre. Un O barré, flé zéro peut-être. Non, je sais pas, je pense que c'est vraiment un O un petit peu voilà, nordique. Mais c'est la seule chose. Mais c'est quelque chose qui me plaît, ça, parce que ça apporte de la personnalisation. Tout le descriptif en fait des technologies, c'est sympa, mais c'est on avait le porn bolter, là on va être dans du porn techno. C'est du porn techno, c'est voilà, plein de mots ensemble qui te font imaginer des choses technologiques, de la tricéramite. Ah ouais, c'est encore mieux, tramé par ondes spatiales. Tu fais ah ouais, c'est balèze et tout. Mais ça manque de relations justement avec les autres espèces. Toutes les relations qu'on peut avoir, c'est... alors, on peut comprendre que les Kogna se fichent un peu des autres, ça c'est un message qui est très clair, mais... Là, en y réfléchissant, justement, je me dis, est-ce qu'au final, c'est pas un petit peu la béquille pour dire, on va pas raconter trop d'histoires avec le reste de la galaxie, parce que tout simplement, ils s'en fichent des autres. Donc, comme ils s'en fichent des autres, eh ben, tu vois, il n'y a pas de vie commune. Alors que, au contraire, si on imagine le peuple Eldar, encore, j'en reviens dessus, mais le peuple Eldar se contrefout de la race humaine. Si le seul intérêt, c'est de pouvoir l'utiliser comme un bouclier contre les forces du chaos, par exemple, ou contre autre chose, mais c'est le seul intérêt. Et c'est exactement ce que pourraient faire les Kogna. Et malgré tout, il y a quand même un historique qui est riche. Hein. Là, en plus, évidemment, je sors de Gathering Storm, donc le fait qu'Yvraine a permis la résurrection de Roboute Guilliman, tu te dis, c'est quand même un truc fort, c'est un partage fort entre eux, même si c'est pour des intérêts personnels, ça on est bien d'accord, et il faut que ça existe, il faut que chaque faction ait sa propre nature, sa propre raison d'exister. On n'a pas envie que voilà, tout le monde soit gentil et que le but c'est de lutter contre les méchants qui sont le chaos, et voilà, tout le monde s'allie, tous les gentils ensemble contre le chaos. On a envie de quelque chose de plus riche. Mais c'est vrai que je suis un petit peu déçu parce que j'aurais aimé, par exemple, plus de narratif. C'est-à-dire que là, et c'est d'ailleurs étonnant, c'est très étonnant d'ailleurs, c'est un des premiers codex que je lis où il n'y a aucun narratif. C'est-à-dire, il n'y a rien qui est raconté. Il n'y a que du descriptif. Vous savez, en fait, dans les codex, souvent, vous avez du descriptif écrit en mode normal et en italique.
vous avez du narratif, c'est-à-dire une histoire, c'est-à-dire bidule machin était en train de pêcher quand tout d'un coup un tyrannide est sorti des bois, il a appelé son papa qui est venu et puis c'est un Sundero qui est arrivé et puis c'est comme ça qu'il a rencontré un salamander, etc. et blablabla et blablabla. Mais c'est du narratif en fait, c'est narratif, c'est pas juste de la description. Alors que là, eh ben, il n'y a eu aucun narratif. Et bah, c'est ce qui manque. Moi, c'est ce qui me manque. Parce que, en fait, là, vous avez une description très mécanique de comment fonctionnent les Kog'Na, comment ils s'organisent, qui ils sont, qu'est-ce que c'est, quel type d'armes, etc. Mais comment ça intervient dans le lore, comment ça s'est peaufiné dans l'univers, comment eux voient les choses, etc. Il n'y a rien du tout. Donc c'est assez dommage. Après, il y a un roman qui est sorti aussi en même temps, donc peut-être que vous l'avez lu, peut-être que vous êtes procuré, peut-être que vous êtes en train de lire. En tout cas, si vous avez envie de le lire, à mon avis, ce serait une bonne idée. Moi, je verrai, peut-être que je vais essayer de le récupérer. Mais j'ai tellement de bouquins comme ça que je récupère et que je me dis, tiens, un jour, je vais les lire, et puis bah, ça s'accumule. Mais ça serait sympa, en fait, pour avoir justement un petit peu plus de richesse. Et je reproche en fait au codex maintenant et là pour le coup celui-ci, c'est vrai que le fait qu'il n'y ait vraiment rien de narratif, j'avais pas remarqué, mais en vous le disant je me dis c'est quand même fou et ça me donne envie de vérifier plein d'autres codex pour voir si ce n'est pas le seul codex qui n'a pas d'une partie narrative. Voilà, bon, en tout cas j'espère malgré tout que les infos que je vous ai données qui sont des nouvelles fraîches, vu qu'on a justement des nouvelles unités, ça c'est quand même l'avantage, sont assez intéressantes et puis bon, ça permet de comprendre quand même un petit peu mieux la race, d'où ils viennent, etc. Mais moi je reste quand même un petit peu sur ma faim. Voilà. Bon, malgré tout, j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça, malgré tout, ça vous a donné envie de faire du Kog'Na, bah, n'hésitez pas à passer par exemple par MyUbiPlace pour procurer les figurines avec le lien IGTV. C'est une façon de me remercier pour mon travail parce que je retouche 5% de ce que vous achetez sur MyUbiPlace. Donc ça fait plaisir. Et puis ça me fait vivre tout simplement. Donc voilà. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo. Si ça vous a plu le lore, là, je vais repartir sur sans doute des codex parce que ne vous inquiétez pas. Je vais terminer Gathering Storm, mais j'ai envie de faire une petite pause et de refaire un petit peu des codex comme ça un peu pour me rafraîchir avant de repartir sur une série de 15 vidéos sur Reboot Gilliman par exemple. Mais oui, vous savez, Reboot Gilliman va revenir dans Gathering Storm numéro 3. Voilà. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir vu ces vidéos. N'hésitez pas à un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, un petit like. Allez, merci à vous. Bientôt, bye. Salut, bye. Ça veut rien dire. Salut, à plus. Bye. Au revoir. Salut. Merci de votre visite. À bientôt. Salut. Au revoir et abonne-toi.